Pour avoir un bâtiment confortable, voire performant, il est nécessaire de limiter les flux d'air parasites. Par ailleurs, pour avoir une qualité d'air intérieur satisfaisante, nous sommes obligés de maîtriser les flux d'air rentrant dans le bâtiment et non pas avoir des courants d'air dépendants du vent qui vont traverser les parois, faire 1 mètre, 2 mètres, voire plus, et au passage se charger d'humidité, voire de poussière. Traditionnellement, enduit extérieur, intérieur, couvre-joint, moulure assuraient cette fonction. De plus, aujourd'hui, les nouvelles exigences thermiques nous imposent de réduire de manière conséquente nos consommations d'énergie liées au chauffage. Pour illustrer ce propos, prenons une situation. Vous êtes en hiver, vous mettez un pull bien chaud. Lorsque vous vous promenez en ville, au coin d'une rue, un vent du nord vous saisit. Vous avez une sensation de froid. Votre corps va réagir pour maintenir une température de 37 degrés et il va surconsommer. Pareil au pull, l'isolant assure sa fonction pour laquelle il est dédié s'il est protégé des flux d'air. Prenons une autre situation connue. J'entends souvent dire « j'ai fait rajouter 30 cm d'isolant dans les combles ». Et le gain de chauffage et le confort d'été, qu'en est-il? Eh bien, il est bien moindre que s'il était combiné à une étanchéité à l'air efficace et pérenne. Car c'est bien là la finalité d'isoler, la performance énergétique du bâti dans sa globalité. Et cela passe inévitablement par une étanchéité à l'air adéquate, ce que nous allons développer maintenant. Pour mener une étanchéité à l'air à son terme, nous allons passer par 3 phases. Diagnostic, repérage, réalisation, validation. Tout d'abord, diagnostic, repérage. Avant d'envisager une solution à mettre en œuvre, il est nécessaire de connaître le bâti, de connaître les objectifs visés par la rénovation et futurs, de connaître les habitudes de clients, ses constats, et de savoir si c'est une rénovation qui va se faire de manière globale ou par étapes. En ce qui concerne la surface courante du bâti, d'une manière générale, elle sera maîtrisée très rapidement, en quelques gestes. Il sera nécessaire de porter une attention particulière dès que la membrane est coupée, et notamment dans les jonctions mur-toit, toit-solivage, mur-solivage. Également, les jonctions mur-menuiserie, les dispositions des volets roulants, les passages de gaines et de fourreaux à travers les murs, plafonds et planchers. Dans le cas d'une isolation extérieure, il faut s'assurer de l'état de surface du mur ou de l'enduit. Collecter toutes ces informations va vous permettre de connaître la nature du bâti et va vous permettre de répondre à la question « Devrez-vous être performant, voire très performant dans la mise en œuvre pour atteindre les objectifs visés ?» Ainsi, cela permettra de définir les solutions en intégrant le phasage des travaux. En matière de réalisation, sur le pull, pour me protéger du vent, je vais mettre une veste de type Gore-Tex. Cela me permet de vous introduire une notion connexe à l'étanchéité à l'air qui est la protection au vent, sur laquelle nous reviendrons. En matière d'étanchéité à l'air, c'est côté intérieur de l'isolant et ce sont essentiellement des membranes qui réalisent cette fonction. On peut aussi mettre en œuvre des enduits ou des panneaux, mais si ce sont des panneaux, en aucun cas c'est le parement de finition. Il est impératif, quel que soit le matériau utilisé, de vérifier et de valider le transfert de vapeur d'eau à travers la paroi. Selon la situation et dans le cas d'une utilisation de membrane, on utilisera un pare-vapeur, un frein de vapeur ou une membrane hygrovariable. Alors, pour assurer la pérennité de la membrane, il faudra limiter les passages de gaines et de fourreaux à travers et mettre en place une gaine technique de minimum 40 mm d'épaisseur. Dans le cas de forte épaisseur d'isolant, cette gaine technique pourra être portée à 6 voire 10 cm et pourra ainsi recevoir éventuellement les gaines de ventilation. Si une isolation complémentaire est prévue dans cette gaine technique, il faudra respecter la règle des 2/3, 1/3, sauf pour les climats bord de mer où une étude spécifique sera nécessaire. Lors de la phase de réalisation, et dans le cas d'une utilisation d'une membrane, soyez vigilant à limiter le nombre d'agrafes et à les scotcher systématiquement. La mise en œuvre doit être faite au maximum de ses possibilités afin de prévenir et d'anticiper les détériorations éventuelles de la phase chantier et l'altération des matériaux dans le temps. Tout ce travail doit être coordonné avec tous les acteurs, connaissance des contraintes de chacun, intégration de celles-ci dans les phases de mise en œuvre et dans le déroulement du projet, respect du travail des intervenants. La dernière phase de cette mise en œuvre de l'étanchéité à l'air concerne la validation. Et elle passe par, dans un premier temps, un autocontrôle systématique qui peut être visuel ou avec un simple ventilateur du marché et une poire à fumer.
Si cette mise en œuvre est rigoureuse et précise, ce sera une simple formalité. Pour cela, vous avez un garde-fou. Ne jamais considérer la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air comme totalement acquise. La seconde phase de validation concerne le test réglementaire, appelé test blower door ou test de la porte soufflante. En phase intermédiaire, ce test permet de faire une recherche de fuite. En phase finale, ce test permet de valider les valeurs plafond des indicateurs Q4, PA-Surf et éventuellement N50. Le résultat de ce test montre bien toute la pertinence d'apporter un maximum de soins à la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Sur ce projet, rénovation d'une maison individuelle en isolation intérieure, le temps passé en plus représente 2 jours de travail pour un soin précis dans la mise en œuvre. Ce travail, mis en relation avec les autres intervenants, en échangeant en permanence avec le client, a permis d'obtenir ce résultat, en marche vers le niveau passif 9. Je ne peux que vous inviter à avoir pour cible ce niveau de performance. En effet, il préfigure les exigences de demain en matière d'étanchéité à l'air. Enfin, il est nécessaire de se former et de s'informer. Travailler en réseau, participer aux journées techniques fournisseurs, visiter les salons professionnels, utiliser les plateformes de formation dédiées, utiliser les réseaux fédérés, et enfin, connaître les programmes régionaux issus des Finergies. Et pour conclure, à elle seule, l'étanchéité à l'air génère une économie de chauffage importante. Couplée à une isolation sans pont thermique, c'est 4 à 10 fois moins de besoin de chauffage. Que représentent alors les 2 ou 3 jours passés en plus pour apporter ce soin particulier à la mise en œuvre face aux 40 ou 50 années à venir? Il est préférable de mettre 10 cm d'isolant avec une étanchéité à l'air efficace que 20 cm et bâcler l'étanchéité à l'air. Tous les intervenants doivent se sentir impliqués, concernés, se questionner sur leurs gestes et sur la qualité de la mise en œuvre. Il y a 1 ou 2 pilotes, mais tout le monde est embarqué vers le même objectif, la réhabilitation performante et la satisfaction du client.